Question 1. Dans cette rue, j'ai le droit de rouler en feu de position uniquement, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C. Alors, on constate que on rentre en agglomération, on le voit avec le panneau d'entrée d'agglomération, d'accord, on devine un petit peu des maisons au loin. Donc, en agglomération, il va falloir regarder s'il y a de l'éclairage ou pas. Alors, la règle, c'est en feu de position, on a le droit de les mettre seulement en agglomération éclairée. Est-ce que là, on voit de l'éclairage? Non, pas du tout. Donc, je ne peux pas mettre mes feux de position uniquement, ce n'est pas possible. D'accord? Ensuite, les feux de croisement, ça sera si on ne peut pas mettre les feux de route. Alors, la règle pour les feux de route, c'est qu'il ne faut qu'on soit en agglo ou hors agglo, ça peu importe. Ce qu'on va regarder, le critère de sélection, c'est l'éclairage. Donc, s'il n'y a pas d'éclairage, de lampadaire allumé, d'accord, évidemment qu'il n'y ait personne en face, hein, mais s'il n'y a pas de lampadaire allumé, dans ce cas-là, je dois, et j'insiste bien sur le je dois mettre mes feux de route. C'est-à-dire que là, je n'ai pas le choix, d'accord? Je suis obligée de mettre mes feux de route. Donc les feux de croisement, c'est pas possible non plus. Ce qui fait que c'est réponse C. Question 2. Je viens de mettre le moteur en marche et ce voyant reste allumé. Il peut indiquer qu'un des pneus a une pression insuffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'un des pneus est trop usé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'usure excessive d'un pneu, ça reste encore difficile pour une voiture de détecter ça. D'accord? Alors, ce voyant, il indique une pression d'air insuffisante, d'accord, qui est détectée sur au moins une des roues. Ça peut être plusieurs roues, mais c'est sur au moins une des roues. Donc, si ce voyant s'allume en démarrant ou en roulant, je dois contrôler si le pneu me permet d'aller jusqu'à la prochaine station de gonflage, par exemple. Ou si je dois le remplacer immédiatement, parce que là, il est trop dégonflé. Donc c'était réponse A et D. Question 3. Dans tous les cas, je dois pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vignette du contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en cas de contrôle, tous les conducteurs doivent pouvoir en effet présenter l'attestation d'assurance. Donc là, c'était réponse A. Ensuite, la vignette du contrôle technique. Alors attention, c'est un petit piège, parce que là, on vous dit dans tous les cas de figure, d'accord, qu'on ait un véhicule neuf ou pas un véhicule neuf. Or, je ne dois présenter, moi, mon contrôle technique à partir du moment où mon véhicule a plus de 4 ans. D'accord? Donc ce n'est pas le cas pour tous les conducteurs. Donc est-ce que je dois présenter l'attestation d'assurance? Oui, réponse A. La vignette du contrôle technique? Eh bien non, réponse D, parce que ce n'est pas le cas pour tous les conducteurs. Question 4. Le feu vient de s'allumer. J'accélère et je passe? Réponse A. Ou je m'arrête? Réponse B. Donc à l'approche d'un passage à niveau,
je ralentis toujours afin d'être en mesure de m'arrêter si le feu se déclenche, d'accord? Donc si le feu se met à se clignoter, je m'arrête absolument, impérativement, d'accord? Je n'accélère pas pour passer. Donc là, c'était je m'arrête. Réponse B. Question 5. Le sous-gonflage d'un pneu risque d'entraîner une usure irrégulière, réponse A, un éclatement, réponse B, un bruit anormal, réponse C, une contravention, réponse D. Alors, un sous-gonflage, ça entraîne une usure, surtout, vous voyez, comme ici, là, ça c'est un sous-gonflage. Donc, les flancs sont plus en contact avec la route, et ce n'est pas fait pour ça. Là, il y a une grosse épaisseur, et là, ici, de ce côté-là, c'est assez fin. Donc, ça va chauffer, ça va surchauffer, et il y aura un risque de passement donc, de votre pneu, et donc d'éclatement, d'accord ? Donc le pneu sous-gonflé, il peut aussi faire plus de bruit, d'accord? Donc ça fait un bruit anormal. Donc ça provoque une usure irrégulière, puisque c'est sur les côtés. Ça provoque un éclatement et ça provoque un bruit anormal. Donc réponse A, B et C. Question 6. Si tu aimes bien mes explications, n'hésite pas à liker et abonne-toi parce qu'il y aura plein d'autres vidéos. Dans cette situation, quand personne ne me dépasse, je suis obligé d'emprunter la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ça, c'est à savoir par cœur. C'est une nouvelle réglementation qui a été mise, donc je vais vous l'expliquer. Lorsqu'un véhicule est immobilisé, ou circule à allure faible aussi, en feu de détresse, ou qu'il y a les gyrophares bleus ou orange d'allumés, quand ils sont sur l'accotement ou sur la bande d'arrêt d'urgence, ou même sur la chaussée, vous devez absolument, et j'ai bien dit vous devez, c'est obligatoire, vous devez réduire votre allure et le dépasser en vous assurant de pouvoir le faire sans danger. D'accord? Et donc, si vous pouvez, vous devez aussi, donc c'est obligatoire, si vous pouvez, c'est obligatoire de changer de voie. D'accord? Si ce n'est pas possible de changer de voie, il faut ralentir, au besoin s'arrêter, si c'est pas possible, et de s'écarter au maximum. D'accord? Toujours en mettant un clignotant, bien entendu. Mais dans ce cas-là, vous pouvez peut-être essayer de soit vous approcher fortement des pointillés ou de chevaucher légèrement. D'accord? Donc là, ça s'appelle un corridor de sécurité. Quand on doit s'écarter à cause d'un véhicule qui a soit ses feux de détresse ou qui roule de façon anormale. Donc dans cette situation, quand personne ne me dépasse, je suis obligée d'emprunter la voie de gauche. Donc là, on me dit bien que personne ne me dépasse, ce qui veut dire que je peux m'écarter, j'en ai la possibilité. Donc dans ce cas-là, je suis obligée, en effet, d'emprunter la voie de gauche. Donc oui, réponse A. Question 7. Je range le gilet haute visibilité dans le coffre, réponse A. La boîte à gants, réponse B. Alors, en circulation, le conducteur doit, et j'ai bien dit doit, obligatoirement disposer d'un gilet haute visibilité à portée de main. Donc, ce qui fait qu'il doit être rangé, en règle générale, dans la boîte à gants, d'accord, mais pas dans le coffre, parce que dans ce cas-là, il serait obligé de sortir de son véhicule pour pouvoir l'utiliser. Et donc, le temps de faire le trajet, il va se mettre en danger. C'est pour ça qu'il faut le mettre dans la boîte à gants. Donc, ici, c'était réponse B. Question 8.
En éco-conduite, je règle la climatisation automatique à une température inférieure de 10 degrés à la température extérieure. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors, c'est faux. Il faut régler la température à 4 ou 5 degrés à peu près de moins que la température extérieure. Ça vous permettra d'éviter une surconsommation de carburant, d'accord? Et puis d'avoir un coup de froid par la même occasion. Donc c'était réponse B. Question 9. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante sans pression sur l'accélérateur. Oui, réponse A. Non, réponse B. De mettre mes pieds sous mon siège. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc le régulateur, ça vous permet sans toucher les pédales de maintenir la vitesse que vous avez pré-réglée, d'accord, pré-programmée. Donc il n'y a pas besoin de pression sur l'accélérateur. Donc le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante sans pression sur l'accélérateur. Là c'était oui, d'accord. De mettre mes pieds sous mon siège. Alors ça c'est très dangereux si vous faites ça, parce que vous allez mettre beaucoup plus de temps pour intervenir sur les pédales en cas de danger, d'accord? Il faut toujours que vos pieds restent à proximité immédiate de vos pédales. Donc là, c'était réponse D, non. Question 10. Il y a de fortes rafales de vent. Je continue mon dépassement à la même allure. Réponse A. Je continue mon dépassement, mais je réduis mon allure. Réponse B. J'annule mon dépassement et je me rabats dans la voie de droite. Réponse C. Donc en règle générale, je risque d'être surpris par le vent s'il souffle en rafale, d'accord, ou à la sortie d'un tunnel, à la sortie d'une forêt, ou à la fin d'un dépassement d'un véhicule. Surtout si c'est un véhicule encombrant, comme par exemple comme ici, hein, un poids lourd. À savoir ça, que plus je roule vite, plus mon véhicule est sensible aux effets du vent. D'accord? Et surtout sur autoroute, puisque c'est là où je roule le plus vite. Donc dans ce cas, je continue mon dépassement, mais je réduis mon allure. Comme ça, je serai beaucoup moins sensible aux rafales de vent. D'accord? Donc c'était réponse B. Je dépasse quand même, mais je réduis mon allure. Réponse B. Question 11. La nuit, les usagers roulent souvent plus vite que la vitesse autorisée parce que la circulation est plus fluide. Réponse A. Le risque d'accident est plus faible. Réponse B. La perception du risque est faussée. Réponse C. Les usagers de la route ont tendance à rouler plus vite la nuit, hein, parce que la route elle est plus fluide, et ils ont une perception aussi du risque qui est faussée, parce qu'il y a moins de circulation, moins de contrôle routier, donc ils ont plus un sentiment de liberté en fait. Donc là c'était réponse A, la circulation est plus fluide, réponse A, et puis C, la perception du risque est faussée. Question 12. À cause des problèmes de météo, je circule avec les feux suivants. A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D.
Alors, il pleut, hein. Même si on a quand même une bonne visibilité, il pleut. On le voit bien, hein, le pare-brise, là, il y a de la pluie sur le pare-brise, d'accord. Donc quand il pleut, je dois obligatoirement, j'insiste sur le obligatoire, mettre mes feux de croisement, d'accord. En complément de mes feux de croisement, je peux aussi rajouter, si je veux, mes feux de brouillard avant, d'accord, puisque j'ai le droit en temps de brouillard, neige et pluie. Les feux de route et les feux de brouillard arrière sont interdits. Alors, quels sont les symboles? On a dit qu'on avait le droit de mettre les feux de croisement. Les feux de croisement, c'est ce symbole-là. Si vous avez un doute, vraiment, il faut l'apprendre par cœur. D'accord? Parce que vous aurez d'autres questions là-dessus. Et en circulation, quand vous allez apprendre à conduire, il faudra aussi connaître vos symboles. Donc ça, feu de croisement. Ensuite, le feu de brouillard avant, c'est celui-ci. D'accord? Donc A et C. Ça représente les feux de route. Et ça représente les feux de brouillard arrière. Donc si vous ne les connaissez pas, notez et apprenez par cœur. Donc là, c'était réponse A et C. Question 13. J'ai des problèmes d'audition. Je dois passer une visite médicale pour avoir l'autorisation de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il n'y a pas de visite médicale à passer quand on a des problèmes d'audition. Ça ne fait pas partie des restrictions. Donc là, c'était réponse B. Question 14. Ce conducteur novice est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un conducteur novice, qu'est-ce que c'est que novice? C'est un jeune conducteur, d'accord, qui n'a pas d'expérience en fait. Donc comme il n'a pas d'expérience, il représente quand même plus de danger. Et à ça, si on rajoute les effets de l'alcool, là, ça devient un problème encore plus important. C'est pour ça, d'ailleurs, que pendant la période probatoire, un conducteur novice considéré en infraction dès 0,20 g par litre de sang, ou alors 0,10 mg par litre d'air expiré. Donc à partir de ce taux d'alcoolémie, le conducteur s'expose à une amende de 135 € et un retrait de 6 points. Du coup, s'il perd ces 6 points, il perd son permis de conduire pendant la première année de sa période probatoire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche une mesure de 0,10 mg par litre d'air expiré, soit ce qui fait l'équivalent de 0,20 g par litre de sang. D'accord? Ce qui fait que son alcoolémie, elle est positive. Il est donc en infraction. C'était réponse A. Question 15. En période probatoire, je peux circuler à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander où je circule. Est-ce que là on voit que c'est une route à accès rapide, d'accord? C'est une 2x2 voies, séparée par un terre-plein central. Est-ce que je suis sur l'autoroute ou est-ce que je suis sur une 2x2 voies, sur un axe rapide? Eh bien là, il y a un indice, c'est ça. Le panneau d'air de Saint-Goustan, il est de couleur blanche. Si j'avais été sur l'autoroute, il aurait fallu qu'il soit de couleur bleue. D'accord? Donc comme là, il est de couleur blanche, ça veut dire que je ne circule pas sur l'autoroute, mais sur une route séparée par un terre-plein central. Donc la limitation de vitesse, normalement, pour tout le monde, est à 110 km/h.
Pour un jeune conducteur, cette vitesse-là est abaissée à 100 km/h par beau temps. Donc, en période probatoire, je peux circuler à 110 km/h? Non, réponse B. À 130 km/h? Non plus, réponse D, puisque je suis limité à 100 km/h. Question 16. Je suis autorisé à conduire si mes lunettes me permettent d'atteindre 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'acuité visuelle minimale pour l'obtention du permis B est de 5 dixièmes, d'accord? Pour l'ensemble des deux yeux, c'est-à-dire avec les deux yeux ouverts. Pour rappel, si un œil a une acuité inférieure à 1 dixième, l'autre doit avoir au minimum 5 dixièmes, d'accord? Donc là, c'était réponse A, puisque c'est possible. Question 17. Par temps de pluie, les distances de freinage restent inchangées, réponse A, sont multipliées par 2, réponse B, sont multipliées par 3, réponse C. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la distance de freinage? Eh bien, c'est la vitesse du véhicule, l'état du véhicule, d'accord, en fonction de l'état des freins, des pneus, de la suspension, le poids et le chargement du véhicule, et ensuite l'environnement, si on est en descente ou en montée, d'accord? Mais ça peut aussi être l'état de la chaussée, comme le revêtement, ou savoir s'il y a des gravillons, ou de la neige, ou même de la pluie, d'accord? Là, on est par temps de pluie. Donc la distance de freinage, elle est 2 fois plus longue que sur sol sec, par temps de pluie. Donc c'était réponse B. Question 18. Le feu tricolore ne fonctionne pas. Je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors la règle est que quand un feu ne fonctionne pas, comme ici, on va regarder la signalisation. Donc on va regarder les panneaux et les marquages au sol. D'accord? Bon bah là c'est assez rapide parce qu'on a ce panneau-là qui nous dit que nous sommes sur une route à caractère prioritaire. Ça veut dire que tant que je continue sur cette route-là, sur ce feu-là, sur cette intersection-là, mais aussi sur les suivantes, je serai prioritaire. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 19. Dans certains cas, mon permis de conduire peut être limité à la conduite de jour uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la conduite d'une voiture automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, certaines pathologies peuvent avoir des circonstances sur la conduite, d'accord? Donc, une visite médicale dans ce cas-là, chez un médecin agréé par la préfecture, est obligatoire. Par exemple, pour certains problèmes de vue, il peut autoriser la conduite uniquement de jour, d'accord? Ou si je suis atteint d'un handicap, le plus souvent physique, il peut imposer de conduire une boîte à vitesse automatique, d'accord, pour simplifier. Donc là, c'était réponse A et C. Question 20.
hors agglomération, une bonne acuité visuelle, entre 8 et 10 dixièmes, me permet de lire un panneau de limitation de vitesse à 50 mètres, réponse A, à 100 mètres, réponse B, à 150 mètres, réponse C, à 200 mètres, réponse D. Alors, hors agglomération, une bonne acuité visuelle me permet de lire un panneau de limitation de vitesse jusqu'à une distance d'environ 150 mètres. Et j'ai bien dit jusqu'à. Ce qui veut dire que en dessous, 50 mètres, 100 mètres, je peux aussi les lire. Donc là, il y avait 3 réponses à donner. À 50 mètres, réponse A. À 100 mètres, réponse B. Et à 150 mètres, réponse C. A, B, C. Question 21. Un encrassement du filtre à air entraîne une surconsommation de carburant d'environ 3%. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors c'est vrai, il entraîne bien une consommation une surconsommation d'environ 3%, d'accord. Il s'engrasse beaucoup plus vite en agglomération ou dans les endroits poussiéreux. Donc dans ces cas-là, il faut l'entretenir un peu plus régulièrement. Donc c'était réponse A. Question 22. La ceinture de sécurité est un dispositif de sécurité passive, réponse A, active, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que la sécurité passive et la sécurité active? D'accord? Alors, on va commencer par la sécurité active. La sécurité active, ça vous permet d'éviter l'accident, d'accord? Ou d'essayer d'éviter l'accident, parce que ce n'est pas toujours possible. Donc, ça agit avant l'accident, d'accord? Comme par exemple l'antidérapage des roues. La sécurité passive, d'accord, elle a pour but de limiter les conséquences de l'accident pour que cela devienne moins grave. Donc ça agit au moment du choc ou après le choc, d'accord? Je pense aux airbags, je pense à la ceinture. La ceinture, c'est même le premier élément qui limite, d'accord? La ceinture, elle agit après le choc, parce qu'une fois que vous avez percuté quelque chose, vous allez être projeté, et donc elle va vous maintenir à l'intérieur de l'habitacle. Donc c'est une sécurité passive, réponse A. Question 23. Pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après un passage piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, il est interdit de stationner avant un passage piéton, en amont. C'est un autre terme, apprenez-le aussi, amont, si vous avez des difficultés avec ce terme-là. Donc, c'est interdit 5 mètres en amont, donc avant le passage piéton. Pourquoi ? C'est pour avoir une visibilité sur l'entrée du passage piéton quand vous arrivez en voiture. Vous pouvez apercevoir au loin si un piéton va vouloir traverser. Tandis que si un véhicule qui est en stationnement juste avant le début du passage piéton, il va vous cacher toute la visibilité et vous ne pourrez pas anticiper. Ça va donc devenir dangereux. D'accord ? C'est pour ça que c'est interdit de stationner avant, donc en amont d'un passage piéton. Donc, pour stationner ou m'arrêter,
C'est stationnement et arrêt d'ailleurs, rien qui est interdit. Pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage piéton. Oui, réponse A, pour des raisons de sécurité. Après un passage piéton, il n'y a rien de spécifié là-dessus, donc non, réponse D. Donc A et D. Question 24. Un test salivaire détecte une consommation de cocaïne. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'ecstasy. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce type-là de dépistage par test salivaire, ça permet de détecter si le conducteur a consommé des stupéfiants. Donc, il peut détecter des traces de cocaïne, d'héroïne, de cannabis, de méthamphétamine, mais aussi d'ecstasy. D'accord ? Et en cas de dépistage positif, l'infraction doit obligatoirement se confirmer après avec un test sanguin. D'accord ? Donc, réponse A et C. Question 25. À jeun, le taux maximal d'alcoolémie est atteint immédiatement après l'absorption d'alcool, réponse A, environ 30 minutes après l'absorption d'alcool, réponse B. Le taux d'alcoolémie diminue toutes les heures d'environ 0,15 g par litre de sang. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça ne peut pas être immédiatement après l'absorption d'alcool parce que il faut en effet laisser le temps à l'alcool d'être absorbé dans le sang, d'accord ? Donc c'est une demi-heure, 30 minutes après l'absorption d'alcool. Réponse B. Ensuite, le taux d'alcoolémie, lui, diminue toutes les heures d'environ 0,15 g par litre de sang, en effet. Donc là, c'était réponse C. Donc B et C. Question 26. La principale cause d'éclatement d'un pneu est l'usure, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. Alors, une usure importante diminue fortement l'adhérence d'un véhicule et ça fragilise le pneu, d'accord ? Alors, le surgonflage, lui, il augmente l'usure au centre de la bande, d'accord ? À ce niveau-là. Le sous-gonflage, il provoque un écrasement du pneu, d'accord ? Et une usure assez rapide des flancs, c'est-à-dire sur les côtés du pneu, d'accord ? Et ça provoque à terme un risque d'éclatement. Là, on vous demande la principale cause. Eh bien, la principale cause, c'est le sous-gonflage. C'est là où il y a un risque le plus important d'éclatement de pneus. Donc, réponse C. Question 27. La consommation de carburant augmente avec une conduite dynamique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un sous-gonflage des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc plus vous aurez une conduite dynamique, plus vous allez pousser vos rapports, donc là ça provoque une surconsommation, plus vous allez accélérer inutilement, alors qu'il y a un obstacle vers l'avant, vous accélérez quand même, donc là ça provoque évidemment une consommation de carburant
plus importante. Ensuite, le sous-gonflage des pneus aussi, c'est comme si quand vous faites du vélo avec des pneus qui sont sous-gonflés, voire crevés, vous avez remarqué que c'était beaucoup plus difficile de faire avancer votre vélo. Pourquoi ? Parce qu'il y a une résistance au sol. Donc là, c'est pareil, la voiture va faire plus d'efforts, donc elle va consommer plus. Donc c'était réponse A et C. Question 28. Alors, si vous aimez bien mes vidéos, mes explications, likez, ça me fera plaisir. Likez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura d'autres questions, d'autres vidéos. La situation la plus préoccupante est la situation 1, réponse A, 2, réponse B. Donc dans les deux photos, nous avons exactement le même contexte. À l'arrière, un véhicule au loin, d'accord, le tram sur le côté, un véhicule devant, enfin plusieurs véhicules devant, et un véhicule qui est en stationnement. Mais là, ils ne font pas la même chose. Ici, on voit qu'il freine, on voit ses freins allumés, et on voit les lumières blanches, ce sont les feux de recul. Ça veut dire qu'il est en train de reculer. Soit il s'est garé et il termine de stationner en reculant un petit peu, soit il recule un peu pour pouvoir ensuite quitter son stationnement. Mais on sait qu'il y a quelqu'un dedans. Ensuite, ici, on voit aussi les feux stop d'allumer, mais par contre, il y a le clignotant à gauche. Donc on sait forcément qu'il y a quelqu'un dedans aussi, mais qui a l'intention de quitter son stationnement. Lui ne va pas quitter tout de suite son stationnement puisqu'il est en train de reculer. D'accord ? Donc la situation la plus préoccupante, c'est bien celui-ci, parce qu'il a mis un clignotant à gauche, et on espère qu'il va nous laisser passer, parce que nous sommes prioritaires, et qu'il va s'engager après nous. Mais ça, on n'en est pas sûr, donc il faut mieux avoir le pied au-dessus du frein pour pouvoir, au cas où, s'arrêter. La situation la plus préoccupante est la situation numéro 2, réponse B. Question 29. Je dois désactiver le limiteur de vitesse avant de m'engager dans cette agglomération. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors ça, il faut distinguer le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Le régulateur de vitesse n'est pas du tout adapté en agglomération, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de changements d'allure. Et lui, il va vous imposer une allure. Donc ça, c'est inadapté. Ensuite, le limiteur de vitesse, lui, est adapté partout, et notamment en ville. Pourquoi ? Parce que vous choisissez une vitesse maximale. Par exemple, si vous allez dans cette voie-là, ça sera 50 km/h. Vous le régulez à 50 et vous conduisez normalement, c'est-à-dire que vous touchez à votre boîte de vitesse, à votre frein, à votre accélérateur, mais vous ne dépasserez pas les 50 km/h, d'accord ? Et il ne s'arrêtera pas non plus dès que vous allez commencer à freiner. Dès que vous réaccélérerez, il maintiendra encore à 50 km/h. Donc c'est adapté, ça vous évitera d'être au-dessus de la limitation de vitesse. Donc vous n'êtes pas obligé de désactiver votre limiteur de vitesse. Donc là, c'était réponse B, faux. Question 30. En période probatoire, avec un taux d'alcool de 0,10 mg par litre d'air expiré, je risque une perte de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. Alors, il y a deux façons pour mesurer l'alcoolémie. Il y a l'éthylomètre, à ne pas confondre avec l'éthylotest. L'éthylotest, c'est juste pour vous dire si vous êtes positif ou pas, mais ça ne mesure pas.
Par contre, l'éthylomètre, donc dans mètre, il y a bien mesure, d'accord? Donc l'éthylomètre, lui, mesure l'alcool en milligrammes par litre d'air expiré, d'accord? Vous soufflez dans un appareil et ça vous donne les milligrammes par litre d'air expiré. La prise de sang, elle mesure l'alcool, par contre, là c'est différent, en grammes par litre de sang, d'accord? Donc les unités de mesure ne sont pas les mêmes, milligrammes par litre d'air expiré, grammes par litre de sang. Pour les conducteurs en période probatoire, la limite est de 0,10 mg par litre d'air expiré, d'accord? Ce qui correspond à 0,20 g par litre de sang. Donc si je suis positif, c'est-à-dire que j'ai dépassé cette limite, je suis sanctionné par un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc réponse B. Question 31. Ce voyant s'allume en circulation, il indique un manque de pression d'huile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque le voyant est rouge, ça m'indique un danger grave, hein, avec un arrêt obligatoire et immédiat. D'accord? Ce symbole-là de burette d'huile indique un manque de pression d'huile. D'accord? Donc cela peut venir soit d'un manque d'huile, mais aussi d'un problème de pompe à huile défectueuse. Donc, ce qui veut dire que la pompe à huile, elle va alimenter votre moteur en huile. D'accord? Si vous roulez avec un moteur qui manque d'huile, vous allez casser votre moteur, en résumé, pour simplifier. Donc il ne faut surtout pas rouler avec un manque de pression d'huile. Donc après s'être arrêté, il faut compléter le niveau, puis aller voir un garagiste pour trouver la fuite, parce que ce n'est pas normal que vous perdiez de l'huile à ce point-là. Donc réponse A et C. Question 32. Sur une voiture à boîte automatique, la position N dispense de serrer le frein à main. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sur une boîte à vitesse automatique, on trouve 4 positions, d'accord? Le P, c'est pour immobiliser la voiture. Mais par contre, ça ne dispense pas du frein de parking, hein, d'accord? Ensuite, le R, c'est pour reculer. Le N, c'est pour le point mort. Donc là, le moteur tourne sans entraîner les roues. Sur un terrain qui n'est pas plat, il faut appuyer sur votre pédale de frein et serrer votre frein de parking, votre frein à main, d'accord? Et puis ensuite, le D, c'est pour avancer. D'accord? Donc là, sur une boîte de vitesse automatique, la position N dispense, donc ça veut dire que je n'ai pas à le faire, de serrer le frein à main. Eh bien non, il faut serrer votre frein à main. Réponse B. Question 33. Dans ce cas, je ralentis. Réponse A. Je m'assure que le conducteur m'a vu. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je dois céder le passage. Réponse D. Alors ici, vous avez une intersection avec un véhicule qui veut s'insérer et il vous observe. Alors, quelle est la règle de priorité de passage? Ici, on ne voit pas grand-chose. On devine un marquage au sol, mais c'est pas très clair. Alors, on va chercher le panneau. Le panneau est souvent en retrait, d'accord? Il n'est jamais ici. Parce que c'est arrondi, et s'il est placé ici, quand vous allez arriver sur le côté, vous ne verrez pas forcément le panneau, parce qu'il sera un peu trop sur le côté, donc il sera caché.
Alors là, on voit un panneau stop, donc il a un stop. Je suis donc prioritaire, je n'ai pas à le laisser passer. Il a un gyrophare, mais il n'est pas allumé, donc je n'ai pas à lui faciliter le passage. D'accord ? Donc dans ce cas-là, même si je suis prioritaire, d'accord, je vais quand même ralentir un peu, parce qu'il a peut-être estimé, lui, qu'il aurait le temps de passer, alors que moi, j'estime que c'est un peu juste. Et je m'assure que le conducteur m'ait vu aussi. C'est pas pour autant qu'il a décidé de s'arrêter, on est bien d'accord. Il n'a peut-être pas la même vision que nous des choses. D'accord ? Donc là, c'était réponse A et B. Question 34. En cas de délit de fuite, je risque 3 ans de prison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un délit de fuite ? C'est lorsque vous avez eu un accident, que ce soit corporel ou matériel uniquement, hein, d'accord ? Et que vous prenez la fuite, d'accord ? Ça, c'est un délit de fuite. Donc, en cas de délit de fuite simple, je risque jusqu'à 3 ans de prison, d'accord ? Et en cas de délit de fuite aggravé, c'est-à-dire comme un accident mortel par exemple, eh ben, je risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Et dans les deux cas, je risque 3 ans de prison au minimum. D'accord ? Donc là, c'était réponse A, 3 ans de prison. Question 35. Je reste où je suis. Réponse A. Ou je m'écarte. Réponse B. Alors, l'espace minimum obligatoire à respecter est en agglomération de 1,50 m entre ce piéton-là et nous, ou 1 mètre quand on est en agglomération. Bon, là, on a l'air d'être hors agglomération, donc il semblerait plus que ce soit 1,50 m. De plus, même si le piéton m'a vu, il peut perdre l'équilibre ou décider au dernier moment de poursuivre son chemin et se lever, d'accord ? Peut-être parce qu'il pense être vu aussi. En plus, derrière moi, le véhicule blanc ne voit pas le piéton, car je lui cache la visibilité. Donc si je m'écarte, le véhicule blanc qui est derrière va apercevoir ce piéton et prendre toutes les précautions nécessaires pour le dépasser à son tour. D'accord ? Donc là, je vais m'écarter, mais en plus de ça, en signalant, en mettant un clignotant pour prévenir en face, mais aussi celui de derrière. D'accord ? Donc je m'écarte. Réponse B. Question 36. Nous sommes 5 dans le véhicule, je démarre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'on regarde le tableau de bord de ce véhicule, on s'aperçoit qu'il y a des voyants rouges. D'accord ? Donc voyant rouge, je ne démarre pas normalement. Donc on me précise que nous sommes 5 dans le véhicule et je vois qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas leur ceinture. Donc tant que tout le monde n'est pas ceinturé, je ne démarre pas. Donc c'était réponse B. Question 37. Dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 20 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc dans une zone de rencontre, sauf s'il y a un autre panneau qui nous l'interdit, mais tout type de véhicules peuvent circuler, d'accord ?
à quoi sert cette zone de rencontre? On laisse la priorité aux piétons, aux cyclistes, à tous les usagers fragiles, d'accord? Donc on peut rencontrer des piétons qui ne sont pas obligés d'utiliser le trottoir, et on peut rencontrer aussi des cyclistes qui circulent à contresens de circulation, d'accord? C'est à moi d'être plus vigilant en voiture envers eux. C'est pourquoi la limitation de vitesse, elle est limitée à 20 km/h. Donc, dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler? Oui, réponse A. La limitation de vitesse est limitée à 20 km/h? Oui, réponse C. Question 38. Pour dépasser ce piéton, je respecte un intervalle de 2 mètres, réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre, réponse C, 0,50 m, réponse D. Alors sur cette photo, il n'y a pas de doute possible, nous sommes en agglomération, d'accord? Donc la règle en agglomération est d'avoir un intervalle de minimum 1 mètre entre moi et un piéton, d'accord? Donc là, c'était réponse C. Question 39. Je risque de rencontrer des piétons? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on voit que sur cette route, il y a un panneau qui nous dit que les piétons sont interdits, d'accord? Mais on a un autre panneau, là le panneau temporaire, qui nous dit qu'il va y avoir des travaux. Donc les travaux sont faits forcément par des hommes, d'accord? Donc on peut très bien rencontrer des piétons, exceptionnellement. Donc je risque de rencontrer des piétons? Oui, réponse A. Question 40. En cas d'accident, j'avertis les secours depuis mon téléphone portable en composant le 911. Oui, réponse A. Non, réponse B. En composant le 112. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, c'est le 112 uniquement. Donc là, c'était réponse B et C. Ce numéro de téléphone est utilisable sur les téléphones portables partout en Europe même. Donc réponse B et C. Si mes explications t'ont plu, eh bien, la meilleure façon de me remercier, c'est de liker la vidéo, laisse un petit commentaire aussi si tu veux, et abonne-toi.